centrale du peuple, menacée par l'instabilité, se rapprochera toujours du pouvoir, lors même que c'est ce pouvoir-là qui organise les causes concrètes de l'insécurité dans laquelle nous vivons. Donc chaque fois qu'il y a des émeutes, de l'insécurité, etc., le pouvoir, on le voit aujourd'hui avec Macron, n'est pas inquiété. Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter simplement. Vas-y, commence. Donc, je m'appelle Pierre-Antoine Plaquevent, je suis analyste et auteur. J'anime le site Strategica avec Youssef Indy et je suis l'auteur du livre Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, et du livre Globalisme et dépopulation, vaccination, transhumanisme, biopolitique. Je suis en train de préparer mon 3e livre, Société ouverte contre Eurasie. Moi, je m'appelle Youssef Indy, je suis chercheur indépendant dans le domaine de l'histoire, histoire des religions, géopolitique et analyste politique. Mon nouveau livre s'appelle La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, aux éditions Strategica. Alors, quelles sont selon vous les origines du chaos social et politique en France ? Alors, au moment où nous réalisons cet entretien, il y a cette séquence de pillage et d'émeutes systématiques dans une grande partie de la France. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là, il faut remonter un fil historique qui, selon moi, pourrait commencer cette analyse en partant de l'époque du général de Gaulle, de la décolonisation, où le général de Gaulle pensait que il fallait finalement, la France devait se délester de son empire. Et donc ce processus, malheureusement, a été fait en partie dans une guerre, puisque le territoire algérien, pour ce processus comment dire, de laisser cet empire de passer à une autre forme politique, eh bien, ça donnait lieu à une guerre. Et suite à cela, ce qui s'est passé, c'est que là où finalement vraiment des États souverains auraient dû émerger, nous sommes restés dans une situation où on pourrait dire, le grand capital installé en France était en partie encore lié à ses intérêts en Afrique du Nord. Du coup, il a continué de faciliter une immigration de travail dans un premier lieu, et puis, dans un premier temps, et puis cette immigration de travail s'est progressivement transformée en une immigration d'un autre type. Si on prend la séquence vraiment des émeutes ou des pillages, il faut voir que chaque fois, quand il y a des émeutes en France, depuis cette époque-là, elles sont systématiquement, elles donnent lieu, comment dire, à une séquence politique d'instrumentalisation qui ne fait que déconstruire encore plus la souveraineté française. On regarde dans les années 80, quand il y a eu les premières grandes émeutes de banlieue, s'est constitué immédiatement le mouvement SOS Racisme, qui était animé, on pourrait dire, par des personnalités de l'oligarchie qui occupent la France. Ces gens-là ont en fait capitalisé sur une réalité qui était présente, et ils l'ont récupérée. Et ils ont fait, on pourrait dire, à leur échelle, ce qui sera fait plus tard, par exemple aux États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter. Donc on a eu une sorte de Black Lives Matter francophone, en quelque sorte, qui était SOS Racisme et tous les gens qui organisaient la récupération de ces mouvements-là. Dans le même temps, vous aviez aussi le vote Front National qui commençait à émerger, et c'était un petit peu en quelque sorte la stratégie de Mitterrand à l'époque. D'un côté SOS Racisme, de l'autre côté émergence du Front National pour diviser la droite et créer des triangulations politiques qui permettaient au pouvoir de se maintenir en place. Voilà. Si on regarde les émeutes de 2005, par exemple, les émeutes de 2005, ont donné lieu, là aussi, immédiatement à une récupération politique. On a vu Nicolas Sarkozy, qui, suite à cette séquence, était allé dans les cités et expliquer, avec la fameuse séquence médiatique, vous en avez marre de cette bande de racailles. Et là, c'est imposer une nouvelle forme de narration avec l'aide d'une certaine droite conservatrice qui a un peu fabriqué
le narratif pour Sarkozy. Sarkozy a eu une sorte de package politique, en quelque sorte, pour siphonner les voix du Front National. Et il a pu, à ce moment-là, être élu, 2 ans plus tard. Et si on regarde bien, après son élection, la France est rentrée complètement dans le giron atlantiste. Il faut se souvenir qu'en 2003, le précédent gouvernement avait tenu tête aux Américains contre l'invasion de l'Irak. Donc suite à ces émeutes qui avaient été instrumentalisées par le pouvoir, ça va conduire à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, et la France va s'enfoncer encore plus dans le giron atlantiste. Alors si on a une lecture juste, on pourrait dire, de conflit de civilisation ou quelque chose de cet ordre-là, on ne va pas bien appréhender ce qui se passe à ce niveau-là, en fait. Et d'où vient ce chaos qui se propage dans la société, finalement. Finalement, la société est à l'image des dirigeants, en quelque sorte. À mesure que les globalistes qui occupent, les globalistes politiques, c'est-à-dire qui ont comme idée d'intégrer la forme politique française d'abord à une région monde euroglobaliste, puis à une gouvernance mondiale post-nationale, forcément, les prérogatives de l'État sont décousues, sont dissoutes. Et comme l'on sait, l'État étant le monopole de la violence légale, eh bien, de la violence légitime, la violence, si elle n'est plus dans les mains uniquement de l'État, elle se répand dans le corps social. Et on peut voir aussi le différentiel de traitement entre ce type d'émeutes et des émeutes type gilet jaune. Donc si on fait cette analyse un petit peu globale et un petit peu historique, on sort du simple cadre un petit peu comment dire, épidermique, là où on est dans l'événement, mais de toute façon, ces émeutes vont se calmer, parce que ce sont des séquences de pillage. Certains parlent de guerre civile, mais pour que ça débouche sur une guerre civile, il faudrait 2 choses. Il faudrait une forme de corps politique de type léniniste, organisé, prêt à mener une guerre civile, et un appui extérieur. Voilà. Je pense que ce n'est pas le cas pour l'instant. L'appui extérieur peut venir, on le voit là dans la séquence actuelle, avec les réseaux type Traoré et autres, de ces personnes-là, qui sont en fait une reconduction en France du schéma Black Lives Matter, puisque ce sont les mêmes types de financiers qui sont derrière, les réseaux Soros et autres. J'avais publié sur Strategica toute une étude sur le fonctionnement de Black Lives Matter en 2020. En fait, une analyse de ce mouvement-là montre que finalement, c'est le même schéma, mais de manière beaucoup plus poussée. C'est-à-dire, vous avez aux États-Unis, par exemple, un petit peu ce même chaos social entretenu, en quelque sorte. Et puis, vous avez des groupes, des organisations d'extrême gauche de type communautariste, mais qui ne pourraient pas fonctionner s'il n'y avait pas des leaders salariés. Parce que c'est ça le problème. Vous pouvez avoir des gens... C'est le problème qu'ont rencontré les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une révolte spontanée, mais ils n'ont pas pu tenir... ça n'a pas pu se transformer en mouvement politique du fait de l'absence de cadres politiques et en fait de salariés politiques. Genre même Lénine ou Trotsky, quand ils vont déclencher leur révolution en Russie, c'est parce que derrière ils avaient l'appui de l'État, enfin des Allemands et de la grande finance anglo-américaine. Sinon, ils n'auraient pas pu tenir comme ça. Donc c'est toujours ce même processus. Donc là, pour que ça se transforme vraiment en guerre civile, enfin maintenant le plus inquiétant, c'est plutôt cette espèce de masse de population acculturée qui maintenant voilà, se livre au pillage et finalement qui pourra recommencer ultérieurement. Il y avait une analyse que je trouvais intéressante, que j'avais lue, je me rappelle, à l'époque des émeutes de 2005, de philosophe suisse Eric Werner, qui avait écrit 2 livres, L'après-démocratie et l'avant-guerre civile. Et dans ces livres, il expliquait en fait que le pouvoir dans les démocraties de marché ne peut pas être frontalement autoritaire avec la population qu'il dirige, donc il doit opérer une sorte de triangulation. Et le fait de laisser croître sur le territoire des zones de non-droit,
les racailles, comme on appelle ça maintenant, fait que la partie centrale du peuple, menacée par l'instabilité, se rapprochera toujours du pouvoir, lors même que c'est ce pouvoir-là qui organise les causes concrètes de l'insécurité dans laquelle nous vivons. Mais il expliquait aussi que cette politique de pompier pyromane, au bout d'un moment, on pouvait, à force d'allumer des incendies, on pouvait réellement avoir un incendie qui finirait par éclabousser trop de monde, y compris, on pourrait dire, dans non pas les sphères dirigeantes les plus hautes, mais les sphères intermédiaires, celles qui se chargent de faire appliquer le fonctionnement de l'État. Donc on ne sait pas vers quoi on peut aller à force de vagues de chaos récurrents, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont que faire de ça, puisqu'ils ne se considèrent plus territorialisés en France. Eux, ils sont une hyperclasse qui est en fait réellement cosmopolite au sens propre, c'est-à-dire qui habite une ville universelle, qui est la ville de la bourgeoisie universelle, qui n'appartient ni à un pays ni à un autre, mais qui place par contre dans les pays du personnel qui pour moi est un personnel d'occupation et qui nous amène à cette situation-là. Ouais, alors pour rebondir, ce que je dirais, parce que là, Pierre-Antoine a vraiment balayé très large, ce qui me permet d'aborder certains points qu'il n'a pas abordés, c'est la séquence Gilets jaunes. C'est-à-dire à partir de 2018, on est rentré dans ce que j'appelle, je dirais pas une guerre civile au sens où on le comprend aujourd'hui en Occident, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de guerre civile, on fait souvent référence à la Yougoslavie, au Liban, donc toujours la guerre civile ethnico-religieuse. Alors que ce à quoi on assiste depuis un certain nombre d'années, c'est une révolte de la population travailleuse, productrice, et qui s'élargit de plus en plus et qui est en train d'atteindre les classes moyennes, qui est attaquée par le pouvoir politico-oligarchique, qui contrôle l'appareil d'État. Donc dans ce contexte-là, allumer des contre-feux, c'est-à-dire laisser pulluler la délinquance, l'insécurité, etc., est un moyen, effectivement, comme l'a dit Pierre-Antoine, de maintenir une pression sur la population, et cette population est attirée vers le parti de l'ordre autour du pouvoir, parce que traditionnellement, le rôle de l'État, c'est de mettre bien sûr un terme à la guerre civile, c'est le rôle historique de l'État moderne, et d'empêcher le retour de la guerre civile. Donc quand les néoconservateurs ou les droitards qui sont peu politisés en réalité, politisés au sens profond, disent par exemple, comme récemment Marion Maréchal Le Pen, qu'il faut instaurer l'état d'urgence. Ce qu'ils oublient simplement, c'est qu'on est dans l'état d'urgence de novembre 2015 au 31 juillet 2022, on a été dans l'état d'urgence, c'est-à-dire dans l'état d'exception permanent. Et l'état d'urgence, l'état d'exception permanent, ne fait que renforcer le pouvoir politique. Et ce pouvoir politique ne se renforce pas par rapport aux racailles ou aux émeutiers, il se renforce par rapport aux classes moyennes françaises, occidentales en général, qui sont en révolte. Donc chaque fois qu'il y a des émeutes, de l'insécurité, etc., le pouvoir, on le voit aujourd'hui avec Macron, n'est pas inquiété, même dans le cas de Sarkozy à l'époque, qui a été en fait le pompier pyromane, qui a allumé le feu en banlieue par des provocations, et donc il a joué le rôle de pyromane, puis il a joué le rôle de pompier, et s'est fait élire en 2007. À partir de 2007, il y a eu un renforcement, disons, de l'État totalitaire. En fait, on est dans une situation paradoxale. On est dans un État totalitaire dans le sens où il contrôle la totalité de nos vies individuelles et collectives, mais il est paradoxalement faible dans le sens où on lui a retiré sa souveraineté politique. Battre monnaie, désigner ses amis et ses ennemis, le contrôle de l'armée, donc de la justice, de son économie, etc. Donc dans la situation actuelle, où on a un pouvoir qui est délégitimé, où on a des ministres, souvenons-nous il y a quelques mois, qui ne pouvaient plus se déplacer sans être menacés ou insultés, un président de la République qui a été obligé de faire le défilé du 8 mai sur les Champs-Élysées vide avec apparemment un gilet pare-balles. Dans ce contexte-là, ces émeutes et ce chaos ne feront que renforcer le pouvoir et conjurer une révolte socio-économique et politique
qui a démarré en fait avec les bonnets rouges en 2013, qui s'est accentué à partir de 2018 et qui va inexorablement déboucher sur une confrontation directe avec le pouvoir. Et donc, ces émeutes ne font que faire monter la peur dans la population attirée vers le parti de l'ordre et qui va demander à l'État plus d'intervention, plus de police, voire même l'intervention de l'armée. Mais en définitive, ce ne sont pas les émeutiers qui vont être visés, mais c'est la population dans son écrasante majorité qui travaille. C'est un petit peu comme le Covid, c'est-à-dire on lance une maladie dans la population et puis ensuite c'est la population elle-même qui va être victime de la politique, de la politique vaccinale. Eh bien, c'est la même chose pour ces politiques sécuritaires. Et en fait, on est dans une spirale dialectique qui, malheureusement, va continuer de se renforcer entre un peuple qui ne reconnaît plus la légitimité de l'État et qui donc est en état d'insurrection, on va dire, semi-permanente. Et puis, il faut voir aussi que là, les gens, je pense, il y a un aspect inconscient aussi, c'est les gens se défoulent des années passées perdues, en quelque sorte, hein, par les confinements et autres. Et là, il y a une sorte de grand défoulement estival, un peu, de récupérer. On voit d'ailleurs ce que les gens font. C'est pas une révolution, c'est une sorte de grand pillage généralisé où les gens volent, détruisent, prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est de l'ordre de la société de consommation. Il y a eu la même chose il y a quelques années, je me rappelle, à Londres, je crois, enfin, au début des années 2010, par là, il y avait eu aussi des émeutes comme ça, de ce type-là. Bon, voilà, alors sur quoi ça peut déboucher? Donc, tant qu'il n'y a pas une minorité révolutionnaire qui prend les choses en main, et encore même là, je ne suis même pas sûr que ça pourrait donner quelque chose, parce que c'est une masse maintenant tellement hétérogène de population qui a été fabriquée par... nos gouvernants travaillent à une société post-nationale. Là, on a le peuple post-national qui est là, qui est une espèce de comme un démos en éruption comme ça, mais qui ne peut pas donner une forme à sa révolte. Donc, et ça, effectivement, c'est l'auxiliaire du pouvoir. C'est une dynamique du type bas empire, voilà, à l'époque de l'Empire romain, et où en fait, et ça a aussi été décrit dès Platon, hein, dès l'origine de la science politique, sur l'idée de après la démocratie vient la tyrannie, voilà, parce que c'est logique en fait. Mais que vient après la tyrannie? Qu'est-ce qui vient après la tyrannie? Surtout si la tyrannie ne marche pas. C'est ça qui va être intéressant. Et c'est là que des minorités politiques réellement conscientes peuvent avoir leur rôle à jouer. D'abord un rôle de formation, de compréhension de ce qui se passe, parce que on connaît le texte de Lénine, que faire, mais avant de savoir que faire, il faut déjà comprendre, analyser ce qui se passe. Je conseille à tous les gens un petit peu, oui, justement, qui, comme disait Youssef, de se politiser, c'est-à-dire d'avoir vraiment une compréhension politique des choses, de s'écarter de l'événement et de l'éruption de colère naturelle que ça engendre, de s'écarter de ça et de penser politiquement, stratégiquement justement. C'est pour ça que nous avons appelé notre site Stratégica, parce que la vision stratégique, c'est celle qui voit à long terme, dans un bras de fer avec l'ennemi réel, pas les adversaires de pacotille qu'on nous jette dans les pattes. Non, l'ennemi réel, ce sont les globalistes politiques. Ils ont un projet. Leur projet, c'est la fin de l'État-nation français, dilué dans une gouvernance euro-globaliste, elle-même auxiliaire d'une gouvernance mondiale. C'est un projet de type millénariste qu'ils soutiendront jusqu'au bout. Et c'est aussi un projet de lutte des classes contre la classe moyenne occidentale. Et donc la classe moyenne occidentale est prise en étau entre cette population. On ne peut même plus parler de tiers-État, là on peut parler de quart-État, quoi. Enfin, de gens qui sont au-delà même, qui n'appartiennent plus vraiment qui ne sont plus dans le politique, justement, ces gens qui sont en révolte. Alors, parmi ces gens qui sont en révolte, il y a sûrement des gens qui sont légitimement en révolte. Et je pense que là, la France va rentrer dans un cycle. On sort de la société de consommation progressivement, en tout cas
pour certaines poches de population, eh bien, il y a des poches de population qui vont se politiser toujours plus. Il y a ceux qui, on pourrait dire l'extrême centre, la Macronie, compte sur le consumérisme, même le consumérisme dans l'inflation, enfin les gens qui baissent la tête, qui acceptent. Et puis il y a ces gens qui n'accèdent plus, eux, au consumérisme, qui à la fin n'accéderont même plus à des conditions de vie juste dignes. Ils se révolteront. Ben, la charge des minorités politiques motivées, c'est de comprendre ce qui se passe et d'aiguillonner l'alternative politique, mais c'est des processus... ça ne va pas être immédiat. C'est-à-dire, là aussi, on nous a habitués à être dans l'immédiateté, à se dire il faut que ça s'arrête. Ben, ça ne s'arrêtera pas comme ça. C'est-à-dire, ce sont des phases, des processus politiques qui peuvent être longs. Et si ça s'arrête, enfin, comment dire, ça se transformera en autre chose par le travail de minorités politiques actives. Donc, on n'est qu'au début de toutes ces réalités métapolitiques qui ont émergé, même à la faveur du Covid, ou tous ces gens qui travaillent dans la réinformation. On voit, toute une partie de la population a compris que nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas justement le parti de l'ordre, comme disait Youssef, mais sont le parti du désordre organisé. En fait, c'est ça la grande différence. Les gens normaux voudraient le retour à la normale, mais ceux qui nous dirigent ne sont pas sont pas le parti de l'ordre, sont le parti du désordre organisé. Et donc le chaos, en quelque sorte, c'est, comme dirait notre ami Lucien Cerise, le chaos gouverné par le chaos, c'est ça leur politique. Mais à un moment donné, quand on a créé un chaos social généralisé, pas sûr de pouvoir toujours tout maîtriser. Il y a un aspect inconnu aussi dans l'histoire, puisque ce sont après tout que des humains, ces gens-là, comme nous, donc ils ne maîtrisent pas tout. Ils ont lancé des processus, mais ce n'est pas certain qu'ils en maîtrisent toutes les issues. Pierre-Antoine a parlé de tyrannie. Je dirais effectivement on est dans une tyrannie, mais une tyrannie anomique. En fait, la tyrannie se distingue de la dictature en ce que le tyran prend le pouvoir de façon illégitime, avec des artifices, il usurpe le pouvoir, ou en tout cas, il l'exerce sans légitimité et en abusant. Et ce qui peut succéder à la période de tyrannie, c'est la dictature. La dictature, en fait, c'est le rétablissement de l'ordre dans un cadre légal. Donc, en fait, la dictature légale est l'exact opposé de la tyrannie anomique. Et la tyrannie anomique, c'est le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un pouvoir illégitime, puisque c'est l'oligarchie qui a investi l'appareil d'État, et ce pouvoir illégitime a suspendu la Constitution, enfin a suspendu la loi. Et en fait, il ne faut pas s'étonner de voir des hordes piller dans ce contexte-là, puisqu'on est dans un contexte anomique. Et l'anomie concerne à la fois c'est-à-dire le droit civil, etc., mais aussi le domaine des mœurs. En fait, dans un monde où on fait de la propagande LGBT, où un homme peut se marier avec un homme et une femme avec une femme, etc., c'est un monde, c'est une société anomique, même antinomique, dans le sens où la loi naturelle a été suspendue, même abolie, et à la place de cette loi naturelle, ce n'est pas simplement le vide de droit, mais c'est de l'antinomie, c'est-à-dire le contraire de la loi. Et donc il est normal dans ce monde, en fait dans cet univers qui est chaotique avec un pouvoir illégitime, on se retrouve dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'à gauche, on a du LGBTisme, à droite, on a du pillage, et au milieu, en fait, on a une police qui ne s'occupe pas de rétablir l'ordre. C'est une police qui est transformée en milice privée aux ordres d'une oligarchie qui défend des intérêts privés. Donc en fait, aujourd'hui, on est paradoxalement dans une espèce de guerre privée menée comme à l'époque médiévale, mais sans l'Église qui dit le droit, le vrai, le faux, le bien et le mal. Donc une guerre privée menée contre la population. Et en fait, dans cette guerre privée menée contre la population, les délinquants, etc., jouent le rôle de supplétifs. Et donc, en fait, quand les gens de droite disent, mais qui veulent de l'ordre, ils disent, on ne comprend pas pourquoi la police ne s'attaque pas aux délinquants. Mais parce qu'en fait, les délinquants sont des supplétifs de la police qui a été privatisée et qui défend les intérêts privés d'une oligarchie qui a investi l'appareil d'État. Donc, la solution, en réalité, c'est de redonner
à l'État sa souveraineté politique. Je traite de ce sujet-là dans mon livre, que je distingue la souveraineté politique de la souveraineté surnaturelle. Parce qu'en fait, la souveraineté surnaturelle, c'est l'État qui détient la souveraineté de Dieu et qui lui permet même d'abolir la Constitution, d'abolir la loi. Ce qui nous mène à la situation actuelle. Et donc, revenir en fait à la loi naturelle, donc au nomos, disons, fondamental, qui va remettre de l'ordre dans la société, que ce soit dans le domaine sociétal, mais aussi dans le domaine de la vie quotidienne, etc. Donc on parle de zones de non-droit en France, mais les zones de non-droit, en fait, sont cultivées. C'est à dessein qu'on laisse des zones de non-droit se propager, puisqu'on est dans un état anomique. Et regardez, même de ces zones de non-droit, tu parlais de supplétifs des forces du désordre, en quelque sorte. Eh bien, de ces zones de non-droit, par exemple, durant la guerre de Syrie, eh bien, ont pu émerger des djihadistes, des gens qui peuvent être ensuite utilisés vraiment comme brigade internationale dans des théâtres d'opération dans lesquels le pays lui-même ne va pas s'impliquer légalement. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est cultivé ces choses-là. C'est cultivé à la fois contre les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire la population centrale qu'il faut garder sous le joug, et contre les ennemis géopolitiques de l'extérieur. Nous vivons, selon moi, sous un ordre que j'appelle un gouvernement d'occupation globaliste. Voilà, le GOG, on pourrait l'appeler ça, gouvernement d'occupation globaliste. Et les objectifs des gens qui nous gouvernent sont précisément la dissolution de l'État, ou en tout cas sa déconstruction, et de ne laisser que les partis, après avoir éviscéré en quelque sorte l'État, de ne laisser que les partis répressives qui vont servir à tenir le troupeau central et à le ponctionner, effectivement, hein, au travers des impôts, des amendes, des choses comme ça. Toutes ces choses qui fonctionnent bien dans la société, les radars sur les autoroutes, les amendes, les perceptions d'impôts, ces choses-là, ça c'est maintenu. Par contre, vraiment ce qu'on attend d'un État, c'est-à-dire la sécurité basique, ça ce n'est plus maintenu, la souveraineté militaire, économique, ça n'est plus maintenu. Donc on est vraiment dans quelque chose où on est une puissance occupée, donc on n'est plus une puissance, parce qu'on n'a plus la puissance d'agir sur le réel. La puissance, c'est ça, c'est ce qui donne la capacité d'agir sur le réel. Donc on n'a plus cette puissance-là, on est une nation occupée, et avec en plus une mise en scène spectaculaire en permanence, soit par le divertissement, soit même par ces espèces, c'est presque les jeux du cirque, hein, ça tient le lieu de jeu du cirque, de cette mise en scène spectaculaire qui nous empêche de voir cette occupation. Voilà, les nations occupées, on leur met toujours un spectacle pour les divertir, on les abrutit de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on légalise progressivement tous les stupéfiants et autres pour tenir les gens, pour les abrutir? Alors Macron en a parlé récemment. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Donc à la fin, c'est le programme, pour moi, il est clair. Donc nous sommes occupés, nous sommes il y a ce parti, les indigènes de la République. Non mais genre, les indigènes, c'est réellement la partie centrale de la population. Donc voilà, et nous sommes des indigènes, nous. Et nous sommes traités en tant que tels par une puissance coloniale qui a pris le contrôle de l'État français. Et cette puissance coloniale, c'est le globalisme politique et les gens qui travaillent pour lui.